Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle FAQ. Donc cette fois-ci je vais tenter de nouveau de répondre à vos questions. La première apparemment vous a plu et vous a apporté des réponses satisfaisantes, donc on va continuer l'exercice. Donc cette fois-ci c'est la dernière, hein. Il y en aura peut-être une prochaine dans longtemps, mais pour l'instant on va se contenter de ça. J'ai reçu 5 questions, très intéressantes en plus, donc je vais tenter d'y vous répondre et vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît ou pas. Allez, première question. On a une question de Echo qui souhaite savoir si le simulateur DJI est compatible avec la radiocommande et les lunettes. Oui, évidemment, c'est vraiment compatible, c'est même vraiment tout l'intérêt. Donc il faut savoir que ce simulateur est plutôt top pour débuter dans le FPV, mais principalement pour connaître les boutons et les différentes fonctions de la radiocommande. Pour manipuler la radiocommande, c'est vraiment plutôt pas mal. Pour se familiariser vraiment avec ces boutons, le bouton d'arrêt d'urgence notamment, c'est génial. C'est génial aussi de pouvoir s'entraîner n'importe où. Voilà, il suffit d'avoir les lunettes DJI, son téléphone et la radiocommande, et je veux dire que vous soyez dans votre chambre, dans votre bureau, dehors, etc. Vous pouvez vous entraîner au simulateur et faire un peu de FPV. C'est plutôt cool d'ailleurs pour s'entraîner à gérer les lunettes, voilà, avoir les lunettes sur la tête, à faire les réglages au niveau du serrage de la tête, toutes ces choses là, c'est plutôt pas mal. Attention par contre, parce que comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, le simulateur peut vite donner la nausée. Et la plupart des gens ont ce problème-là en faisant du simulateur. Attention, voilà, j'en parle dans la dernière FAQ, j'explique pourquoi. Ça peut arriver, donc c'est pas la peine de faire des heures de simulateur avec le simulateur DJI et les lunettes. Si déjà vous arrivez à faire un beau quart d'heure, c'est déjà pas mal. Moi personnellement, je crois que je passe pas le quart d'heure, après je suis vraiment pas bien. Mais au niveau bémol, ce simulateur DJI, il est pourri, clairement. Voilà, la dynamique n'est pas terrible, les sensations de vol ne sont pas bonnes, la gravité elle est complètement éclatée. C'est pas intéressant pour faire du simulateur pour apprendre le FPV. Voilà. Là, il faut passer sur des simulateurs qui sont plus sérieux. J'en parle dans ma vidéo sur comment bien piloter avec le DJI FPV que je vais afficher ici du coup. Je commence à avoir l'habitude maintenant. Voilà, partez sur Liftoff, Hydron Sim ou le dernier, là, Uncrashed, je crois de nom. C'est des bons simulateurs, il y en a plein d'autres, il y en a des gratuits, il y a de tout, mais partez sur un simulateur sérieux. Voilà, le DJI, c'est juste pour se familiariser avec les boutons et la radiocommande. Je vous mets un petit extrait du simulateur pour que vous voyez à quoi il ressemble, mais bon, voilà, il n'y a pas plus d'intérêt que ça. Je vais te montrer pour le simulateur, du coup c'est assez simple, hein. Donc la radiocommande, hein, on l'allume, c'est mieux. Le masque, hop, enfin les lunettes, on les allume aussi. Et il faut le petit câble qu'on va brancher sur le côté du masque. Donc ici, hop. Et on va tout simplement le relier au téléphone. Donc voilà le simulateur. Hop, on va mettre prêt à décoller. On indique qu'on branche la radiocommande et la manette qu'on entend biper. Bien sûr, il faut que l'appareil soit éteint, hein, sinon on va décoller dans sa maison. Voilà, on suit les instructions et après voilà. Bon, il y a plusieurs modes de vol. On va passer en mode vol libre. Voilà, il y a trois maps seulement. Donc bon, moi je préfère celle-là, c'est la plus jolie. Prêt à décoller, c'est parti. Hop, allez, je mets le masque sur les yeux. Donc là, voilà, il y a toute la partie qui est intéressante, c'est qu'ils expliquent comment voler, etc. Quoi. Hop, on voit les sticks qui bougent en direct. Poussez les deux joysticks vers les coins intérieurs ou extérieurs pour démarrer le moteur. Poussez, ouais, d'accord. Voilà, ok. Et voilà, c'est parti. Et là, la map est assez jolie, hein, elle est sympa, hein, mais bon. Voilà, c'est pas foufou, quoi. Donc là, je suis en mode sport, donc voilà, c'est plus lent que dans la réalité, on le sent, c'est plus mou. La gravité, voilà, là j'ai mis le stick en bas, bon, je mets 2 ans à tomber, hein, donc autant dire que si vous vous entraînez comme ça et que vous allez sur le terrain et vous faites ça, vous êtes mort. Voilà. Ouais, on va passer en mode manuel. Donc là, comme dans la réalité, voilà, on met le stick au milieu, hop, et c'est parti. Et en fait, là, c'est mou, quoi. Voilà, on sent que ça met du temps à démarrer, quoi. Sur place, j'aurais déjà tapé une accélération incroyable. Là, la vitesse, elle est pas bonne du tout, quoi. Ouais, c'est vraiment pas fou, quoi. Il y a des fois, ça va s'accélérer, on sait pas pourquoi. Et c'est très très bizarre, quoi. Voilà, hop là. Bon, voilà. C'est la map la plus sympa, donc c'est dire le niveau des autres. Voilà, le seul intérêt, c'est s'entraîner, tac, voilà, d'appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence, de faire ce genre de choses. Voilà, de passer en mode sport, de passer en mode normal, de passer au mode M, voilà, de s'entraîner sur place à le faire. C'est les seuls intérêts, quoi. Voilà.
Donc voilà, c'est complètement éclaté quoi. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'y avais pas joué, c'est tout mou et tout. Et en fait, comme ça tourne et qu'en plus voilà, les graphismes n'aident pas, là, vous commencez à faire des trucs comme ça, là votre cerveau il comprend plus rien, je peux vous dire que vous allez avoir la nausée en très peu de temps quoi. Ça va aller très vite. Donc voilà pour ce simulateur, hein, c'est pas la peine d'en dire et d'en faire beaucoup plus. Bon, voilà. Là j'ai plus de gaz, voilà, ça met 2 ans à tomber. Il y a de la reprise en 1 seconde, alors que dans la réalité, il faut quand même pas se louper, il faut bien accélérer, commencer à accélérer un peu avant le sol, parce que sinon, dommage. Donc voilà, sans intérêt, sauf à apprendre à se servir de la radiocommande. Question suivante de Imperial Movie. Ah, ça me dit quelque chose cette personne. Alors, sa question, c'est une question d'expérience. Il me demande, on va dire, à quelle distance, dans quelles conditions on perd plus facilement le signal de la radiocommande. Un des problèmes en FPV, c'est qu'il y a un signal et qu'à un moment, quand il est atténué, il n'y a plus de signal et c'est le bazar, quoi. Alors l'avantage du DJI FPV, c'est qu'il est plutôt pas mal de ce point de vue, donc il y a des sécurités qui font qu'on ne va pas cracher le drone de suite ou qu'il ne va pas faire un fly-away. Mais quand même, il faut quand même éviter de perdre le signal. Mais du coup, sachant que je connais la personne qui pose la question, je me dis, ah là là, tu vas vraiment te faire défoncer par Gauthier. Bonjour à tous. En plus, je vais te dénoncer, ça va pas être bon, dommage. Donc là, je passe en mode totalement faillot. Dans l'excellente formation donnée par Prodonner de Gauthier Veltri, que j'ai faite et que Imperial Movie a faite en même temps que moi, on apprend tout ce qui peut perturber un signal radio. Et oui, petit rappel, avec le schéma que je vais afficher, il y a plusieurs sortes de perturbations du signal. C'est bien de les connaître ou de les comprendre parce que ça évite des problèmes sur le terrain. Alors, je ne doute pas que Imperial Movie les connaît très bien. L'absorption, en fait, c'est le signal qui va se faire en quelque sorte manger par les obstacles. Voilà, ça va être des montagnes ou un obstacle vraiment conséquent qui va vraiment bloquer le signal. On a la réflexion. C'est le signal voilà, qui va, comme la lumière, taper sur un miroir et repartir dans l'autre sens en fait, et pas arriver jusqu'au drone. On a la diffraction, donc c'est l'onde du signal qui se divise et finit par se perdre. Donc typiquement un bâtiment ou je sais pas, quelque chose de conséquent. Et on a la réfraction, c'est le changement de direction de l'onde à cause d'une propagation qui est moins rapide, une vitesse de propagation plus faible. C'est ce qui se passe quand on met une paille dans un verre. En fait, l'endroit où on la pose, c'est pas exactement l'endroit où on la voit à travers le verre. C'est assez marrant à faire. Et j'ai oublié le principal, c'est l'atténuation. En fait, c'est tout simplement le signal qui, au-delà d'une certaine portée, commence à devenir tellement faible et à s'atténuer qu'en fait, le drone ne reçoit plus assez d'infos pour communiquer avec la radiocommande. Donc voilà, ça c'est pour la théorie, hein, donc c'est intéressant de le savoir. Après sur le terrain, on ne se pose pas forcément ces questions-là, mais c'est intéressant de le comprendre. Sur le terrain, on va surtout se méfier de l'absorption, de l'atténuation du signal, éventuellement de la réfraction. Donc l'absorption, c'est typiquement, vous êtes en montagne, vous volez sur une crête, vous descendez un peu derrière la crête, ça passe. Vous descendez un peu plus bas et du coup le signal doit traverser la montagne pour atteindre le drone. C'est foutu, normalement vous avez une coupure de signal. Et pour la réfraction, attention aux arbres, parce qu'en fait c'est eux les principaux problèmes qu'on va trouver sur le terrain, tout simplement. Donc ça va perturber le signal et d'autant plus s'ils sont humides, s'il a plu, s'il y a eu la rosée, le brouillard, etc. Les arbres sont gorgés d'eau. Voilà, il faut savoir que chaque jour, un arbre peut boire jusqu'à des centaines de litres d'eau. En passant derrière de gros arbres, et plus il y en a, bien sûr, plus il y a de soucis, vous avez des chances de perdre ce signal et donc il faut faire attention. Sachant que dans les lunettes, on a toujours l'indice de réception, voilà, qui permet de savoir à quel moment on va perdre la connexion avec le drone ou avec la vidéo. Quand on commence à perdre le signal, on commence à avoir des petits indices avec des petits flous sur les côtés des lunettes qui apparaissent. Enfin, on sent que l'affichage commence à devenir dégueulasse ou des fois à se couper ou ça lag un tout petit peu. Voilà. Et bien sûr, sur le terrain, on fait vraiment attention à tout ce qui est interférence, à tout ce qui va être pylône électrique, ligne électrique, transformateur. Toutes ces choses-là peuvent perturber le signal et poser des problèmes de liaison. Donc en fait, par expérience, même si mon expérience n'est pas énorme, je prends toujours le temps de checker sur le terrain où je suis, quels sont les obstacles, quels sont les problèmes que je vais rencontrer si je vais dans telle zone, si je vole là, si je redescends à ce moment-là, etc. J'essaie vraiment d'anticiper au maximum les embrouilles, tout simplement. Et principalement, j'évite de voler très loin, parce que plus on vole loin, plus on a de chances d'avoir des emmerdes. Donc moi, je respecte totalement la réglementation. Pardon, excusez-moi, je suis un peu malade, ça arrive. Donc je vole bien sûr dans un rayon de 200 mètres quand je suis à la campagne, quoi.
Et ces problèmes de réception, c'est vraiment voilà, la condition pour voler dans des bonnes conditions. Donc c'est vraiment le truc le plus important. Donc c'est pour ça que j'utilise d'ailleurs le hack. Pardon, excusez-moi, je suis vraiment malade. Le actuel firmware de DJI, bien sûr, je voulais dire, voilà, pour optimiser la sécurité et régler les petits bugs. Hein. Voilà, c'est tout à fait ce que je voulais dire. Hein. Vous avez compris. Hein. Putain, il fait chaud là d'un coup, là. Je suis pas bien. Donc trêve de plaisanterie, je pense qu'il faut visualiser le faisceau, le signal radio comme un faisceau de lumière en fait. Et se demander si le faisceau de lumière passera à travers la montagne. Est-ce qu'on verra encore la lumière à travers les arbres? Est-ce que derrière le pont, comme ici, là, je suis sous un pont d'ailleurs, est-ce que sous un pont on aura la même qualité de signal? Est-ce que la ferraille, tout ça, ça va pas perturber? Enfin voilà. Je pense que l'analogie avec la lumière, c'est visuellement, peut-être sur le terrain, c'est peut-être plus facile de s'imaginer où on va avoir des problèmes ou pas. Et du coup, je vais vous montrer directement sur le terrain, voilà, sur mon petit terrain d'entraînement que j'ai pas loin de chez moi, les pièges que je peux rencontrer, les pièges que j'ai anticipés, ceux que j'ai pas anticipés. Voilà, je vous fais un petit vol rapide pour vous montrer ça. Donc c'est parti, allez, on redécolle. Hop, j'ai vidé les cartes mémoire. On passe au mode manuel. Oh. Et on va regarder quels sont les principaux problèmes que peut poser ce type de lieu d'entraînement. Bon, il n'y en a pas beaucoup, voilà, parce qu'on n'a que des petits arbres. Donc cela c'est pas un problème au niveau du signal, ils vont rien gêner. C'est plutôt les gros arbres, voilà, comme ceux qu'on voit là-bas. Eux, il faut faire gaffe, voilà, on passe en arrière parce qu'on peut vite perdre le signal, surtout quand on va redescendre comme là. Oh putain, la ligne électrique. Oh là là. Voilà les conneries. Donc les lignes électriques on les voit au dernier moment. Hein. C'est bien la preuve. Putain là j'ai le cœur qui bat. C'est la première fois que ça m'arrive à ce point. Quel débile. Donc voilà, et dans les dangers, il y a le pont avec une voie de chemin de fer, donc je ne vais pas approcher parce que c'est pas la peine. Surtout que voilà, dans la réglementation, on ne doit pas être à moins de 30 mètres. Donc je vais rester assez loin. Et sinon, voilà, là par exemple pour ce type de terrain, il n'y a pas de problème. Voilà. Là où on va se poser des questions, c'est dans les endroits où c'est vraiment dense au niveau arbre, au niveau forêt. Là où il y a de l'eau, il y a un lac, en montagne, enfin voilà, dans les endroits un peu plus biscornus, hein, tout simplement. Quand on est en terrain dégagé, terrain ouvert, finalement, il n'y a pas trop, pas tant que ça de questions à se poser. Quand on vole dans un rayon, on va dire, assez raisonnable. Voilà, si on commence à vouloir partir à 3-4 km, bon, là déjà, il faut vraiment déjà savoir ce qu'on fait, parce que là, on ne respecte plus la réglementation, mais c'est surtout que ça peut être vite dangereux, quoi. Enfin, dangereux. Ça peut être vite risqué pour le matériel et les failles sont plus nombreuses, quoi. On passe déjà à la troisième question de Phil. Alors en gros, il veut savoir si il a débloqué le stick de gaz pour faire du simulateur et s'entraîner en mode manuel. Mais sur le terrain, en fait, il utilise le mode sport et le mode normal. Et en fait, il veut savoir si à chaque fois, il faut rebidouiller la petite vis des sticks. Donc déjà, très bonne idée de vouloir faire du simulateur et de s'entraîner en mode manuel avec le simulateur. Tout le monde n'y pense pas. Il y en a qui ne débloquent pas cette petite vis et du coup, ils font du simulateur, mais pas dans les conditions du vol manuel, donc c'est un peu dommage. Donc le fait d'avoir débloqué ton stick de gaz, c'est très bien, mais c'est pas une gêne pour les modes sport et normal. C'est pas un problème. Ça va changer forcément le pilotage parce que voilà, comme sur un Mavic, on s'habitue à ce que le stick revienne au milieu et voilà, que ce soit naturel. Là, ça ne sera plus le cas. Voilà, la seule chose à laquelle il faudra faire gaffe, c'est justement que le drone ne tombe pas, par exemple, quand il fait du stationnaire. Là, au lieu que le stick soit au milieu, donc à 50% de gaz, donc qui maintienne sa position, là, si le stick est légèrement en dessous de 50%, ou voire à zéro parce qu'on n'a pas fait gaffe en tenant la commande, le drone va tomber vers le bas, quoi, hein, clairement, il va être attiré par le sol. Hein. Donc du coup, inutile de rebidouiller ta radio, hein, elle est très bien comme ça, laisse-le et entraîne-toi de cette manière. Et fais attention quand tu passes en mode sport ou normal. Du coup, je vais te montrer en vrai ce que ça donne, voilà, si on ne fait pas gaffe. Le seul risque quand on a défait qu'on a débloqué le stick de gaz, c'est qu'en fait, je ne sais pas si on le voit là, quand on met le truc à zéro de gaz, le drone tombe. Voilà. Donc il faut faire très gaffe parce qu'en fait on peut être instabilisé et si le stick n'est pas complètement à 50% comme là, voilà, il est pile au milieu de la radiocommande. S'il est légèrement un peu baissé, le drone, voilà. En gros il atterrit, hein, tout simplement. Donc il faut faire très gaffe parce qu'on n'a plus le blocage comme ici. Voilà, avec le stick. Même si on le met en haut, il revient au milieu. On passe déjà à la quatrième question de Didier, qui veut savoir en gros si ce drone peut se piloter comme un Mavic et donner
le même type de vidéo qu'un Mavic. Là, je pourrais te dire oui, je pourrais te dire non, je pourrais te dire oui et non. Le mieux, c'est de te montrer en direct. Pour ce qui est de la question de savoir si on peut se servir de ce drone comme d'un Mavic, je dirais que oui et non. Dans certains cas de figure, oui, mais d'autres, non. Parce qu'en fait, déjà, on va plus facilement prendre de la vitesse. C'est plus difficile à contrôler parce que là, c'est mon doigt qui est obligé de le contrôler. Voilà, là, je suis en mode Mavic. Mais c'est surtout que l'image sera forcément pas stable parce que ce drone, il est amené à perdre l'horizon. Ça va être très compliqué de piloter comme un Mavic, en fait, tout simplement. Voilà. Là, vous voyez, en gros, il tangue un peu. Mais parce que ce drone est fait pour aller vite, en fait. Voilà, là, on l'utilise en mode normal. Là, il n'y a pas de souci. Voilà, l'horizon se penche. Hop, il y a un arbre, un avion dessus. C'est marrant, ça ne m'a pas été indiqué par le AirSense. Eh ben, il n'est pas passé haut. C'était un avion de chasse. Donc forcément, il n'est pas indiqué par AirSense parce que sinon, il suffirait que sur le terrain, les ennemis ils aient un DJI et ils seraient tranquilles. Ils n'auraient plus qu'à tirer dessus. Donc voilà, c'est un drone qui est fait pour perdre l'horizon. Contrairement au Mavic, qui est totalement stabilisé au niveau de la nacelle, qui ne perd pas l'horizon. Tout est toujours droit. Donc quand on va vouloir l'utiliser comme un Mavic, plutôt pour faire des plans smooth et tranquille, voilà, ça va moins bien faire le job, quoi. Voilà. Et si on utilise avec la caméra en bas, je suis à moins 30 degrés, c'est marrant, on voit les traces laissées par les bestioles qui vont jusque dans le petit bois là-bas. Et voilà, vous voyez, ça déforme, voilà, c'est du grand angle. Voilà, c'est pas un Mavic, c'est pas fait pour. C'est pas le but, voilà. Mais bon, voilà, ça n'a rien à voir. Donc voilà, pour faire quelques plans, vue de face, en avançant sur un sujet et tout, oui, ça peut, mais après on peut le faire en mode FPV, en perdant l'horizon, ça sera encore plus dynamique et plus intéressant. Donc voilà, le Mavic pour moi c'est vraiment fait pour faire des vues de haut, pour tourner autour d'un sujet, pour utiliser les automatismes de DJI ou même des autres marques, hein, parce qu'il n'y a pas que DJI qui est dans le game. Pour moi, voilà, c'est pas un Mavic, non, voilà, clairement non. Voilà. Ça peut, dans certains cas, faire style, mais en fait, on sera beaucoup plus efficace et beaucoup plus... ce sera beaucoup mieux qu'un Mavic, quoi. Le Mavic, ça fait du travail de Mavic, et le DJI FPV fait du travail de DJI FPV. Voilà. Tout comme avec un Mavic, on n'arrivera pas à faire des plans dynamiques FPV, même s'il y a un mode FPV aussi sur les Mavic, depuis longtemps d'ailleurs. Et on arrive déjà à la dernière question de Didier, qui s'intéresse à moi et qui veut savoir si je fais plus de drone classique, donc du drone stabilisé. Alors actuellement, non, je fais plus de drone classique, je fais que du FPV, mais il y a une raison simple à ça, c'est que j'ai fait des misères à mon Mavic cet été. Donc la meilleure réponse, et pour éviter de tourner le couteau dans la plaie, c'est de t'inviter à regarder les vlogs 1, 2, 3 et 4 de ma chaîne. Et tu vas vite comprendre pourquoi je ne vole plus avec mon Mavic. Voilà, j'espère que tu compatiras. Cela dit, j'espère trouver une solution pour la fin d'année parce que dans tous les cas, tôt ou tard, il me faudra un drone et j'ai vraiment envie de faire des belles choses avec un drone. J'ai plein d'idées et des choses que je n'ai jamais pu mettre en place parce que j'avais jamais ce qu'il fallait. Donc voilà, j'espère que ce sera le cas pour la fin d'année ou le début d'année prochaine ou plus tard. Voilà, c'est qu'une question de budget pour ma part, hein, malheureusement. Mais voilà, j'espère trouver une solution ou réparer mon Mavic, mais je pense que la meilleure solution, ce sera d'investir dans un nouveau drone, clairement. Bon, et bien, merci de m'avoir suivi pour cette nouvelle vidéo qui, j'espère, aura été plus courte. Voilà, je me connais, hein, je pars toujours pour faire une vidéo de 10-15 minutes et puis à la fin, je dépasse les 20 minutes, les 25 minutes, les 30 minutes. Donc, je remercie vraiment toutes les personnes qui, à chaque fois, commentent, like mes vidéos parce que pour un petit youtubeur, je trouve que j'ai pas mal de commentaires par rapport à certains youtubeurs qui ont beaucoup plus d'audience que moi. Donc c'est franchement cool et valorisant. Donc j'espère que mon style très particulier vous plaît. Je vous dis à bientôt. Merci à tous. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. Allez, ciao!